Bonjour, bienvenue à Suchitahu. À cette semaine, on est en compagnie de Nicolas de Peretti. Bonjour. Bonjour. Pour la mutualité de la Corse, on va parler d'un événement qui va se dérouler le 3 juin prochain à Bastia. C'est un événement autour de l'endométriose. Giornata di prevenzione di mutualità di Corsica nanta l'endométriose. Alors, c'est une thématique qui vous tenait à cœur. Pourquoi ce choix de l'endométriose? Aujourd'hui, on peut lire, d'après les documents que vous nous avez fournis, 12 000 femmes encore souffriraient d'endométriose. C'est ça. Mais c'est rien que ce chiffre-là, je pense qu'il suffisait à justifier une journée sur cette maladie chronique. Il y a évidemment un nombre de femmes très important qui est touché, et on n'a pas le vrai chiffre, parce qu'à un moment, il y a un taux qui est entre 5 et 15% de la population féminine en âge de procréer qui pourrait être touchée, tout simplement parce qu'il y a un temps de diagnostic moyen qui est très long, c'est environ 7 ans en France. Je dis bien en France parce que d'autres pays sont quand même moins bien couverts en matière de santé. Donc rien que ce taux et ce nombre de personnes touchées, à mon sens, justifiait qu'on s'y intéresse, d'autant plus que la journée aura également pour objet le volet sanitaire, mais la femme dans le monde du travail, mais je pense qu'on va y revenir après, et un peu l'état de la recherche actuellement sur cette maladie. Donc ce volet-là suffisait. Ensuite, on pense que c'est quand même un sujet qui va au-delà du cas de la femme. C'est certain, c'est une maladie qui ne touche que les femmes, mais ça va au-delà parce que ça a un impact sur la société, dans le cadre de leur travail, et ça peut être dans le couple, dans la relation familiale, etc. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. Non, c'est pas une idée, mais en tout cas, on a voulu cibler sur cette maladie en particulier. La principale difficulté, la première en tout cas, auquel sont confrontées les femmes, les patientes, vous l'avez dit, c'est le problème du diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui, ce diagnostic, il est amélioré avec justement toute la communication qui a pu être faite autour de l'endométriose? Est-ce qu'il y a des médecins spécialistes en Corse? On sait qu'il y en a à Marseille qui ont des liens très forts avec la Corse aussi, puisqu'on avait fait des émissions, notamment avec des médecins gynécologues qui s'intéressent à cette problématique de l'endométriose. Alors, sur la Corse, il y a actuellement un seul service qui traite de la maladie, c'est à l'hôpital de Bastia, en relation avec l'hôpital Thonon sur Paris. Sur l'évolution de la médecine, c'est encore assez complexe, tout simplement parce que les montants alloués à la recherche sont très bas. Pour être clair, c'est quand même assez bas. Il y a actuellement une amélioration sur le diagnostic IRM parce que les outils IRM sont beaucoup plus précis. Donc on détecte évidemment de plus en plus de cas d'endométriose. Mais actuellement, c'est quand même pas du tout satisfaisant d'avoir un diagnostic à 7 ans. Alors il y a une entreprise qui sera présente le jour de notre journée qui est en train de faire valider un processus de diagnostic salivaire. Donc moi, je resterai sur le conditionnel. Tant que ce n'est pas validé, tant que ce n'est pas couvert par la Sécu, on restera prudent. Mais ça serait vraiment révolutionnaire parce qu'on passerait d'un temps de détection de 7 à 1 jour, j'imagine. Donc ça c'est l'état de la recherche actuelle. Quand on est un organisme mutualiste et qu'on s'intéresse à ces questions, est-ce qu'on opère aussi une certaine sensibilisation au-delà de cette journée même auprès des professionnels de santé, par exemple, en disant soyez un peu plus vigilants quand une femme arrive dans votre cabinet et qu'elle vous dit qu'elle a tel problème de santé, à ne pas justement bifurquer juste vers des règles douloureuses? Des règles douloureuses. Alors déjà, c'est une des premières difficultés, c'est que ce ne sont pas forcément des règles douloureuses. C'est une maladie qui peut avoir une caractéristique elles peuvent être asymptomatiques, donc sans symptômes, avoir développé une maladie très grave. Donc ça, c'est un des sujets qui à mon avis, justifie le temps de diagnostic de 7 ans, parce que si vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas forcément l'idée de vous faire diagnostiquer. Et ensuite, le principal problème que l'on a trouvé, en tout cas sur le parcours de soins en Corse, c'est que le service de Bastia existe, ça c'est bien. Ils sont peut-être en train de créer un service sur Ajaccio, mais c'est pas fait. Mais ça veut dire qu'une partie de la patientèle et la majorité est obligée d'aller sur le continent. Donc ça, on connaît en Corse le cas des déplacements médicaux, c'est un cas récurrent. Alors je dis pas que c'est pas bien d'aller se faire soigner sur le continent, mais en même temps,
ça aurait été bien d'avoir accès à un parcours de soins complet dans l'île. Moi, je pense que c'est possible, notamment avec les nouveaux moyens qui existent. Merci beaucoup Nicolas de Peretti. On va vous retrouver demain pour parler des autres thèmes d'actualité. On parlera également peut-être d'une définition, c'est important, de l'endométriose. Oui. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Nicolas de Peretti, notre invité. Bonjour. Bonjour. Pour la mutualité cohorte Giornata di Prevenzione di Mutualità à Nantes, l'endométriose, ça sera le 3 juin prochain à Bastia. Est-ce qu'on a une définition aujourd'hui de ce qu'est l'endométriose ? Alors, la définition scientifique est évolutive. Je vous prends 2 exemples. Il y a peu de temps, on parlait pour l'endométriose de 4 stades de maladie, qui étaient gradués souvent en fonction de la gravité et de la douleur. Désormais, ils ont un peu changé le braquet, tout simplement parce que vous avez une caractéristique de cette maladie qui la rend difficile à diagnostiquer, c'est le fait que beaucoup de patientes puissent être asymptomatiques. Donc, on ne gradue plus la maladie par rapport au degré de douleur. Ça, c'est un premier point. Bon, c'est une maladie chronique, donc elles n'y sont pour rien, et inflammatoire principalement. Mais la plus forte conséquence de cette maladie, ça peut mener à l'infertilité. Je vous donne juste un chiffre. C'est la Haute Autorité de la Santé qui l'a publié. Ils estiment à 50% le nombre de cas d'infertilité en France le nombre de cas d'infertilité en France au général est dû pour 50% à l'endométriose. Ça, c'est plus précis. Donc, ça veut dire que c'est quand même une maladie qui est suffisamment grave pour qu'on s'y intéresse. Au-delà de cette infertilité, c'est une maladie qui est invalidante aussi dans la vie de tous les jours. Oui, c'est une maladie invalidante. D'ailleurs, c'est un des sujets parce que sur la prise en charge de la sécurité sociale, le 100% n'est pas du tout automatique. Donc là, il y a un sujet. Nous, on est en train de faire notre travail de lobbying. C'est pas un mot, c'est un mot qu'on peut utiliser maintenant. De lobbying auprès notamment de la CNAM et du ministère de la Santé pour que le système de 100% soit désormais plus rapide. Là, actuellement, on a 2 problèmes. C'est-à-dire que les médecins généralistes ne savent pas tous, donc il faut les informer qu'il y a ce dossier d'ALD, c'est une ALD 31, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément audible, mais c'est une ALD qui est pas forcément la plus adaptée, ne savent pas toujours. Donc vous avez des patientes qui arrivent chez leur médecin et qui n'ont pas ce dossier qui est mis en place. Or, elles ont le dossier mis en place, on a parlé de déplacement sur le continent, si vous avez votre 100%, vous avez votre bon de transport automatique. Donc c'est quand même quelque chose d'important également, c'est un des thèmes qu'on abordera lors de notre journée. Alors justement, lors de cette journée, il y aura 3 thématiques, le parcours de soins, la problématique sanitaire liée à la carrière professionnelle et où en est la recherche et l'innovation. Ce parcours de soins, vous nous avez dit pour l'instant, il est essentiellement focalisé sur Bastia. Qui va y avoir dans ces journées cette journée, à qui est-elle destinée ? Est-ce qu'elle est destinée plutôt aux professionnels de santé, plutôt aux patients, plutôt ou à tout le monde ? Alors, la journée est destinée tout public. On a voulu éviter de faire une journée de prévention avec des professeurs qui allaient avoir un langage, à mon avis, très technique, intéressant, mais pas forcément audible pour la patientèle. Donc on a voulu ouvrir, c'est-à-dire qu'on ouvre parcours de soins, on va parler de choses très, très simples pour les gens. La femme dans le monde du travail, je pense que ça, toutes les patientes savent de quoi on parle, parce que ce sont des arrêts maladie qui sont complètement aléatoires, donc des carrières qui deviennent très compliquées. Et l'innovation, c'est aussi façon d'ouvrir sur une note d'espoir pour dire, bon, il y a des problèmes, mais il y a quand même une recherche qui se met en place. En innovation, pour répondre à votre question, on a trois structures qui vont venir. On a une structure qui a mis en place, qui invente le système d'endotest, test salivaire, donc on verra ça où ils en sont. On a une association qui s'appelle EndoGalaxy qui regroupe des professionnels de soins, des associations, notamment un professeur qui est d'ici, qui s'appelle le professeur Tchekal, il est sur Paris, à l'hôpital Foch, donc qui, eux, ont mis en place notamment un système de One Day. Alors One Day, c'est en un jour, vous allez vous faire votre parcours de soins entier donc à l'hôpital Foch, mais sur le reste de l'année, on ne vous fait pas monter pour rien, si j'ose dire. Ils mettent en place le système de télémédecine, ce qui veut dire qu'une patiente d'ici,
peut faire une partie de ces diagnostics et de ces consultations d'ici, sans avoir ce transport qui est quand même toujours lourd. Même s'il est remboursé, c'est toujours fatigant pour quelqu'un de monter pour se faire soigner à Paris ou à Marseille. Et ensuite, on a essayé de cibler, parce qu'on va créer ça, une espèce de portefeuille numérique pour informer les gens, mais vraiment sur les réseaux sociaux, sites internet, etc. On va sortir du papier, parce que je pense que c'est un peu désuet, et que le public cible est quand même très jeune. Le public cible, à mon sens, c'est avant la vingtaine, le vrai public cible. Merci beaucoup. On en parlera dès demain, justement, de ce public cible, pardon. À demain. Merci. Bonjour, bienvenue. On accueille le responsable de la mutualité de la Corse, Nicolas de Peretti. Bonjour. Bonjour. On parle de cette journée autour de l'endométriose. Elle se déroulera le 3 juin prochain à Bastia. Un public cible très jeune, à partir de la vingtaine. Ça veut dire que cette sensibilisation, il faut qu'elle soit là, un peu comme la vaccination du col de l'utérus, où c'est encore plus jeune. Pourquoi c'est important, justement, de toucher les jeunes filles ? C'est important quand on prend le temps de diagnostic, qui est de 7 ans. Donc si vous attendez 27 ans pour vous faire diagnostiquer, que vous attendez jusqu'à 34 ans pour avoir votre diagnostic, la maladie se sera développée de façon beaucoup trop forte et vous aurez toute une série de problèmes. Si on arrive à diagnostiquer la maladie en amont, on peut limiter quand même son évolution, même si actuellement, c'est un problème très important, il n'y a pas de traitement sur la maladie, il n'y a que de la chirurgie ou de l'antidouleur. Donc on est vraiment sur quelque chose qui mérite, ça c'est un avis personnel, mais bon, je ne pense pas qu'il soit si terrible que ça, qui mérite vraiment des fonds pour la recherche, parce qu'à un moment on ne peut pas demeurer sur une problématique qui touche en Corse 12 000 personnes en moyenne, on n'a pas la vraie donnée, on peut pas rester sur des maladies qui ne se traitent pas. Les patientes elles-mêmes appellent cette maladie le cancer dont on ne guérit pas. C'est tout dire, je pense que ça résume la chose. Alors justement, vous parlez de ce dépistage. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un dépistage ? Est-ce qu'on peut envisager un dépistage de masse ? Puisque vous disiez lors des précédentes journées que ça pouvait être asymptomatique aussi. Est-ce qu'on peut faire, à partir de 20 ans, on fait un dépistage de masse de toutes les jeunes femmes avec de l'IRM, ce que vous évoquiez aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qui sert à quelque chose, d'après les données que peut avoir la science ? Alors, le dépistage de masse, on a déjà vu pour le Covid que c'était compliqué. Et c'était quelque chose de très simple, ça prenait 3 heures, vous mettiez un écouvillon dans le nez, et en 3 heures, vous aviez votre résultat Covid. Ça a demandé une logistique complètement démesurée. Moi, je ne suis pas convaincu que la France ait les moyens de procéder à ce type de dépistage de masse. Par contre, ne serait-ce que d'arriver à cibler les patientes potentielles qui auraient les symptômes liés. Ce n'est pas le cas actuellement. Vous avez des patientes qui ont des règles douloureuses, par exemple, on leur dit bon, mais ça c'est normal, comme ta mère et ta grand-mère. Sauf que c'est pas forcément normal. Et ces patientes-là, déjà, arrivées à les cibler, on aurait déjà une population cible suffisamment importante. Ensuite, le dépistage de masse, 100% de la population, moi j'y crois pas, d'autant plus que si on arrivait à dépister tout le monde, il faudrait pouvoir les suivre après ces patientes-là. Donc il faut avoir des gynécologues, il faut avoir des radiologues, il faut avoir des infirmières, il faut avoir des kinés. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on ait les capacités d'avoir un plan de masse sur la maladie. Je pense que déjà de renseigner sur les symptômes liés, ce serait déjà pas mal, à mon sens. Est-ce qu'il y a des publics plus à risque, des femmes plus à risque ? De ce que j'ai pu comprendre, non. Pas forcément, parce que c'est une maladie chronique, donc il n'y a pas de cas de personnes qui seraient plus à risque que d'autres. D'ailleurs, c'est assez important, ça montre aussi la difficulté de diagnostiquer. Si vous aviez eu des personnes qui avaient un ciblage plus facile, pour la médecine, ça aurait été plus facile à diagnostiquer. Mais je pense que le premier combat, c'est l'information, et c'est ce diagnostic qui est trop long. 7 ans, c'est beaucoup trop long parce que en 7 ans, la personne peut finalement avoir des séquelles et des lésions qui sont irréversibles. Moi, je pense que c'est sur ça qu'il faut cibler. Et les professeurs que j'ai pu avoir au téléphone sont plutôt sur cette position-là également.
Le service donc dédié est à l'hôpital de Bastia, qu'on comprenne bien, une patiente qui est sur Ajaccio. Est-ce qu'elle peut aller faire un IRM de dépistage? On ne parle pas des tests salivaires, ils ne sont pas encore validés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels de santé à Ajaccio, à Porto Vecchio, à Bonifacio, à Corte sont en capacité d'interpréter un IRM de dépistage de l'endométriose? Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, le diagnostic peut se faire de partout, hein, un IRM, une radio, ça, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y a actuellement, c'est une donnée qui était de la CNAM, c'est que à ce jour, 90% des professionnels en radiologie ne sont pas en capacité d'avoir une analyse complète de l'endométriose. Donc ça alourdit également ce temps de diagnostic. Ça veut dire que ça aussi, c'est un travail à faire. Mais, je l'avais dit la précédente journée, les outils ont évolué d'une manière tellement forte que c'est quelque chose qui est en train de s'arranger actuellement, hein, de s'arranger. Mais non, le dépistage, le diagnostic peut se faire de partout. Ensuite, à Bastia, ils ont une spécialité évidemment sur la maladie et ils ont également un chirurgien donc, qui sait intervenir. D'Ajaccio, il est parfois plus simple, il faut être clair aussi, d'aller sur Marseille, c'est 50 minutes de vol, que de monter à Bastia où il faut 5 heures de route en aller-retour. Hein. Donc ça aussi, c'est une réalité de notre terrain. Hein. C'est notre île qui est faite de la sorte. Et je vais peut-être me permettre une digression. Ça démontre que le débat sur un CHR, un centre hospitalier régional universitaire, multipôle, c'est pas un débat complètement stupide. Ça veut dire qu'à un moment, d'avoir les deux hôpitaux qui travaillent en corrélation et en cohérence, c'est quelque chose qui semble quand même profondément logique. Alors je sais qu'actuellement, c'est un peu figé, cette histoire-là, mais ce type de maladie démontre l'utilité de ce type d'outils, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas Deperetti. À demain. Bonjour, bienvenue, on accueille Nicolas Deperetti toute cette semaine, bonjour. Bonjour. On parle de cette journée de prévention, de réflexion autour de l'endométriose, le 3 juin au musée de Bastia. Une des thématiques abordées, la carrière professionnelle et l'endométriose. On a un peu compris que c'était une maladie chronique, donc ça c'est une évidence, mais invalidante avec des poussées d'endométriose. C'est comme ça que ça se passe en fait. Il y a des périodes de répit ou pas du tout? Alors, c'est justement, c'est un peu le côté assez aléatoire de la maladie. Moi, pour parler par rapport aux patientes que j'ai pu rencontrer, hein, vous avez des patientes qui peuvent avoir des phases de règles où ça va être extrêmement douloureux et donc elles vont poser des arrêts maladie, sans pour autant d'ailleurs informer l'employeur que c'est lié à cette maladie-là, parce que ça touche quand même l'intimité de la femme. Donc ça fait que pour un employeur, quelqu'un qui s'absente de façon aléatoire, et au cours de l'année, c'est pas forcément quelqu'un de sérieux. Or, c'est des absences qui sont complètement justifiées. Donc ils essayent, au niveau de certaines entreprises, ils vont essayer certainement au niveau de la sécurité sociale de mettre en place un jour de congé pour les périodes menstruelles douloureuses. Je pense que ça serait assez juste. Donc ça, c'est un premier biais. La seconde chose, c'est que c'est difficile également de se projeter dans une carrière professionnelle si vous avez chaque année 40-50 jours d'absence liés à une maladie. Donc c'est difficile à un moment d'évoluer, d'avoir une carrière sereine sur une seule maladie, encore une fois. Hein, parce que malade, on peut tomber malade pour toute autre chose dans l'année. Donc ça, c'est un des sujets. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à 3 personnes. En premier chef, il y aura le président national de la mutualité française qui a créé un observatoire de la santé au travail. Donc il va en parler, il a quand même une certaine compétence là-dessus. Vous aurez également l'ARACT, donc avec le directeur Frédéric Mortigne, dont c'est le cœur de métier, la santé au travail. Et ensuite, on fera intervenir la directrice de l'action sociale d'Apicil, qui est un gros groupe mutualiste qui pèse plusieurs milliards d'euros, qui a déjà mis en place des actions de prévention auprès de conventions collectives, de personnes relevant de conventions collectives, et qui a également une certaine compétence. Donc ça permettra quand même de montrer qu'il y a une réflexion qui peut se faire à un niveau, je pense que ce sont des intervenants de grande qualité. Ça permettra également de montrer un peu comment on peut articuler le tout, maladie et carrière professionnelle. Quelle est la prise en charge de cette maladie du point de vue des organismes de sécurité sociale, du point de vue des mutuelles aussi? Est-ce que c'est comme un congé maladie traditionnel, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de jours, la patiente perd une partie du salaire? Parce que on parle beaucoup de ça, mais comment est-ce que cette maladie est prise en charge par les institutions, financièrement parlant? Alors,
patiente qui perd le salaire, c'est quelqu'un qui rentrait en demi-solde. Ça, il faut quand même un certain nombre de mois de maladie pour être là-dedans. Sur la prise en charge de la sécurité sociale et des mutuelles, sur le diagnostic, sur les IRM, sur les soins, la chirurgie, c'est du 100%. Ça, c'est du 100%. Mais si vous voulez, l'un des combats, ça serait d'obtenir une mise en place d'une affection longue durée à 100%, justement, qui permettrait, notamment ici, l'obtention de bons de transport de la part de la sécurité sociale, qui permettent donc aux patients de pouvoir se déplacer. Parce que quand bien même on réussit à mettre 2 services de soins sur Bastia et Ajaccio, il y aura toujours une partie de la patientèle qui devra partir. Ça, c'est une réalité. Hein. Il y a des centres spécialisés, que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris. Donc à un moment, elles vont pour celles qui ont les symptômes les plus durs, hein, les cas les plus graves, partiront dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elles aient en même temps cette difficulté à devoir avancer des frais d'avion, d'hôtel, etc. C'est profondément injuste d'avoir à payer pour aller se soigner. Bon, sinon, moi, je ne serais pas mutualiste si je pensais qu'il fallait faire de la sorte. Hein. Pourquoi ça met du temps à arriver, cette ALD ? Qu'est-ce qui coince ? Ça met du temps parce que c'est une maladie qui était un peu discrète, c'est-à-dire qu'on en parlait peu. C'est normal, à mon sens, parce que ça touche l'intimité de la femme, donc c'est assez complexe. Je pense que les mentalités ont évolué. Je ne sais pas comment ça se passait il y a 20 ans. Ma génération, les collègues féminins et masculins se parlent. Donc on se parle de tout, y compris ça peut arriver de ce genre de choses. Avant, c'était peut-être pas trop le cas. D'autant plus qu'à ces douleurs, notamment menstruelles, on ne mettait pas de nom. Je disais, c'est normal, c'est comme ta mère, comme ta grand-mère. Bon, maintenant, on sait que c'est pas forcément normal et que ça peut être cette maladie. Ou pas, hein, mais il y a de fortes chances que ça soit cette maladie. C'est pour ça qu'il faut pas attendre pour se faire diagnostiquer. Pas dépister, c'est important. Oui, c'est important. C'est moi qui ris, c'est la faute au Covid, ça. La différence est importante. Merci beaucoup, Nicolas Deperetti. À demain. Merci. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité Nicolas Deperetti. Bonjour. Bonjour. On parle de cette journée au musée de Bastia autour de l'endométriose. Alors on va terminer un peu comme votre colloque sur une note d'espoir, donc l'innovation, la recherche qui malgré tout avance. Ça veut dire que vous avez aussi, que cette recherche a trouvé des fonds aussi, parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça, c'est évident. Les fonds dédiés à la recherche en France sur cette maladie sont globalement insuffisants. Hein. Je vous donne un chiffre. L'État, le ministère de la Santé, donc, a mis en place un plan national contre l'endométriose. Dédié à la recherche sur ce plan, sur 5 ans, c'est 450 000 € par an. Bon, 450 000 €, je vous fais l'image, elle est simple. On est dans un studio rouge. C'est le prix d'un camion de pompiers par an. Donc, c'est rien. C'est complètement insuffisant. Donc nous, on essaie de démontrer que malgré ces fonds qui ne sont pas encore au niveau, mais ils vont l'être, hein. Ils vont l'être, ça c'est certain. Ça c'est mon côté très optimiste, mais je suis convaincu qu'ils le seront. Ces fonds, malgré le manque de fonds, il y a quand même des spécialistes, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire de façon concrète, hein. Notamment par exemple sur le traitement de la douleur. Parce qu'en France, on n'est pas très bon sur le traitement de la douleur. Donc là, ils sont en train de chercher pour un peu améliorer ce traitement-là. Parce qu'à un moment, on ne peut pas toujours considérer qu'un traitement contre la douleur, c'est juste un médicament. Il y a beaucoup d'autres pistes qui existent, hein, qui permettent. Vous avez également je suis en train de perdre mes mots, des fonds qui vont être mis pour le fameux endotest. Ça, on en a parlé les jours précédents. Ça, c'est certain. L'endotest, c'est une note d'espoir. Moi, je suis prudent parce qu'à un moment, tant que ce n'est pas validé, je reste prudent. Je pense que si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, mais il y aura d'autres systèmes qui peuvent exister. Et ensuite, les mutuelles investissent dans la recherche. Je prends le cas notamment la mutuelle de la Corse, qui est un fonds de dotation, investit de façon récurrente dans la recherche contre le cancer, contre beaucoup de maladies. Donc les mutuelles mettent de l'argent sur la table, et donc c'est aussi pour cela qu'on aura le président, on va dire, national. Ça peut permettre de sensibiliser là-dessus pour trouver des fonds qui existent, hein, qui sont fléchés pour. Hein. L'argent des mutualistes, il n'est pas là pour
si vous voulez financer des fonds de pension, il est là pour être au service de nos mutualistes. C'est du non lucratif. Donc ça veut dire qu'à un moment, l'argent a vocation à être entièrement réinvesti. Donc dans la recherche, c'est pas plus mal. Parce que la prévention, c'est une donnée que je vous donne, la prévention, ils estiment au niveau national que 1 euro dépensé, j'aime pas le mot, mais dépensé en prévention, c'est 10 euros d'économiser en soins. Donc, prévention, ça peut être une journée d'information comme ce colloque qui aura lieu à Bastias, et ça peut être effectivement de mettre de l'argent dans de la recherche pour évidemment améliorer le parcours de soins. Alors cette recherche, elle porte justement sur l'aide au diagnostic, vous l'avez dit. Alors il n'y a pas de traitement, c'est pour l'instant de la chirurgie, mais peut-être que ça peut évoluer de ce point de vue-là aussi, ou pas? Est-ce qu'on cherche des molécules, Alors, ou pas, je n'irai pas jusqu'à dire ou pas, parce que je n'en sais rien d'abord. Je pense qu'ils sont en train Les axes de recherche aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont en train de chercher un traitement, ça c'est certain, mais pour un traitement, il faut des fonds. Et vous avez en axe de recherche le diagnostic, ça on en a parlé. Hein. Non, mais sur le traitement, ils sont en train de chercher des fonds. Ils sont en train, notamment en France, d'essayer de faire moins de chirurgie, parce qu'on avait un caractère un peu automatique à faire de la chirurgie, et à plus observer l'évolution de la maladie, voir si la maladie à un moment ne se développe plus. Il n'y a pas besoin de faire une opération chirurgicale qui est souvent assez lourde. Hein. Donc bon, il y a des pistes de recherche, mais comme vous l'avez dit en préambule, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on va croiser les doigts, justement, pour qu'il y ait peut-être des mécènes qui s'intéressent à cette cause. Merci beaucoup, Nicolas Duperret, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouvera cette émission en podcast audio et vidéo sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. Merci.